Bonjour à toutes et à tous. Parole de Loyer. Bonjour et bonjour à toi, Néga. Bonjour Pierre. Je suis très heureux et même honoré que tu aies accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. On va parler de deux jeunes femmes aujourd'hui. L'une, c'est toi, et l'autre, c'est Shaina, la jeune fille que tu n'as jamais rencontrée, mais que tu as défendue, et dont tu retraces l'histoire dans ce livre qui s'appelle La jeune fille et la mort. On va y venir tout à l'heure, mais moi, ce livre m'a complètement bouleversé. Je l'ai pris un soir en me disant que j'allais lire quelques pages pour voir le ton, et je n'ai plus pu le quitter. Et j'y suis même retourné une ou deux fois depuis. C'est absolument bouleversant, et on va en parler tout à l'heure, mais je voulais qu'on parle un peu de toi, parce que tu me fascines. tu, euh, euh, Tu as des talents que je trouve assez incroyables, c'est-à-dire que tu t'exprimes comme peu de gens à l'oral. Tu as gagné des concours d'éloquence, tu es une pénaliste brillante, tu écris remarquablement bien parce que c'est un langage extrêmement clair, direct, simple, mais qui touche. Et puis tu joues du piano incroyablement bien, tu es une virtuose, les gens viennent te voir en concert. Et malgré tout ça, tu n'as même pas un site internet. On ne te connaît pas, on ne te voit pas. Et donc, je voulais qu'on parle un peu de toi et de ton parcours. Tu es né de parents iraniens. Tu as deux frères qui sont avocats eux aussi. Tiens, commençons par là. Trois enfants, trois avocats. Il y a une sorte d'injonction implicite dans la famille ou... Bonne question. Alors s'il y en a une, elle est tout à fait implicite parce que, j'ai pas le souvenir que mes parents nous aient, obligés à réussir si, bien sûr, le fait d'exercer ce métier est en soi une réussite. Mais j'ai le souvenir, que mes parents faisaient sérieusement ce qu'ils entreprenaient. Surtout ma mère, hein, qui est peintre, elle a fait les beaux-arts en arrivant à Paris. Elle est autodidacte, hein, et puis c'est une incroyable technicienne de la peinture. Elle a un goût, je lui dois beaucoup, beaucoup, de mon éducation, pianistique, musicale, parce qu'elle restait avec moi, elle a appris le solfège avec moi pour, me pousser à avancer, pour m'accompagner. Il y a eu beaucoup beaucoup d'investissement de sa part et j'ai le souvenir que ma mère faisait les choses toujours avec, énormément de précision et énormément de justesse. Donc, peut-être que si j'ai quelques qualités de pugnacité ou de dans qualité qui est nécessaire, dans ce métier, peut-être que je lui dois. Et ensuite l'avocature, je sais pas, mon grand frère, Camille, c'est lui qui a démarré. Je pense que j'ai voulu le suivre aussi après avoir, débuté une mini carrière de pianiste et ensuite pour Nima, le dernier, faudrait lui demander. Euh, Tu commences, on va parler aussi un peu de justice et d'injustice, évidemment à propos de Shaina, mais aussi à propos de toi. Dans ton livre, tu dis que ton premier contact avec la justice, c'était une professeure, Madame Chaudière. Chaudière. Mmh. Raconte-nous. Madame Chaudière, c'était une prof, de de collège assez exceptionnelle, une prof de français, je me souviens, remarquable. Je cherche d'ailleurs à la retrouver. Ah ouais. Eh bien, si nos auditeurs connaissent. Isabelle Chauvière. Elle nous lisait, des extraits de mythologie, de l'Odyssée, voilà. Elle était remarquable et c'est vrai qu'il y a eu une petite anecdote, où elle s'est distinguée, je trouve. C'est un gamin, qui avait piqué 400 francs à l'époque. Madame Chauvière, après la suspension, nous avait dit très émue qu'il lui manquait, 400 francs dans son sac et elle avait demandé que, celui qui l'avait pris, emprunté et retrouvé se désigne. Et en effet, il y a un garçon donc Nicolas, qui s'est désigné, assez ému lui-même, en disant qu'il avait juste retrouvé cet argent par terre. Alors, on avait tous capté qu'il l'avait probablement piqué. C'était un petit garçon qui avait des petits problèmes, donc on se doutait de toute façon qu'il y avait
voilà, que c'était pas juste, de l'argent qu'il avait retrouvé par terre et je me souviens que Madame Chauvière a récupéré cet argent sans l'humilier, en fait, parce elle aurait pu profiter de la situation pour lui remonter les bretelles, pour lui faire la morale, pour dire que ça se fait pas, pour le punir, Le dénoncer. le dénoncer, en faire plus, en fait. Et je me souviens, elle est restée extrêmement élégante. Elle a compris que la situation était bouleversante pour ce garçon de 13-14 ans et puis qu'il avait fait le job finalement, devant tout le monde, de se désigner comme ça, c'était pas facile déjà. Donc je pense qu'elle avait capté que, il avait fait, ce qu'il fallait faire désormais, qu'il fallait pas l'accabler davantage. Donc on a poursuivi le cours comme si de rien n'était et le lendemain, je me souviens que je les ai aperçus, marchant, l'un côte à côte dans le parc adjacent à l'école et probablement que elle voulait en savoir plus sur les raisons qui l'avaient, poussé, ce jeune adolescent à piquer des sous et je me suis rappelée de cette anecdote, comme quelque chose d'assez remarquable. Sans le savoir, madame Chauvière nous avait donné notre première leçon de justice. Elle l'a, sans menace, elle a obtenu, qu'un garçon, se dénonce, mais pas pour le plaisir de se dénoncer, pour juste, républier les choses et derrière, elle l'a pas humilié, elle l'a pas pointé du doigt plus que ça. En revanche, elle l'a confronté parce que le lendemain, elle a, voulu, en savoir plus sur ce qui s'était passé. Je n'ai plus de nouvelles de ce garçon, mais j'espère que cette, anecdote lui est restée en tête, pas comme quelque chose d'humiliant, mais comme une leçon. En tout cas, moi, j'en ai tiré une leçon, que la justice, c'est ça, hein. C'est-à-dire, c'est une forme de c'est la justesse, quoi. C'est être, c'est confronter le mis en cause, sans l'humilier, sans accabler. C'est, trouver ce juste milieu entre le refus de l'excès, mais quand même la confrontation. Voilà et c'est ce qui manque, parfois dans les prétoires. Ici, ça, c'est la justice. Alors que dire de l'injustice, celle que tu as rencontrée, mais cette fois, c'était dans une plus petite classe, Ouais. c'est l'histoire de l'épithète. C'est l'histoire de l'adjectif épithète, ouais. Ça m'a marqué, hein. Comme quoi, les professeurs ont une incidence majeure sur leurs élèves. C'est l'un des plus beaux métiers du monde et ça peut se révéler l'un des métiers les plus dangereux. Là, en l'occurrence, cette professeure-là, dont je tais le nom, c'est l'anti-Madame Chauvière. Écoute, on apprenait les adjectifs épithètes. Donc, ce sont les adjectifs qui sont accolés au nom. Et cette prof, on était en CM2, nous avait demandé de donner des exemples. Donc, moi, j'ai levé la main avec pas mal d'enthousiasme parce que je venais d'apprendre un adjectif qui était l'adjectif laid. Donc, L-A-I-D, laide au féminin. Et donc, avec un peu de crânerie, j'ai levé la main pour donner mon exemple à moi qui était un laid monsieur. Et la réaction de L'inverse d'un bel homme. l'inverse d'un bel homme ou d'un homme beau. Et donc madame X m'a répondu, une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle m'a dit: «Négar, je savais que tu parlais mal le français, mais à ce point-là». Ah. Et je pense que j'ai été très surprise, mais choquée même de la réflexion de madame X parce que d'abord je ne m'attendais pas à ça et ensuite c'était sans motivation. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'elle m'explique en fait pourquoi, il y avait un problème. Parce que mathématiquement, il me semblait quand même qu'un laid monsieur correspondait à peu près à l'adjectif épithète. Et comme j'ai pas eu l'explication, ce truc m'a trotté dans la tête. Donc ça a eu une incidence, évidente, c'est que j'ai vraiment complètement perdu confiance dans mon langage. Donc je pense que j'ai arrêté de parler, pendant les années qui ont suivi, en pensant, d'ailleurs à juste titre, que j'avais pas un bon vocabulaire, que j'avais pas une bonne syntaxe, que j'avais pas une bonne fluidité, que je parlais pas bien français, quoi. Sachant évidemment que le français n'est pas ma langue maternelle. Voilà, tu arrives en maternelle, tu ne parles pas français. Pas français, donc j'apprends Tu parles je farsi. parle persan, exactement. Et donc, l'autre incidence, c'est que je me suis tout le temps interrogée sur: «Mais pourquoi un laid monsieur, c'était grammaticalement faux?» Et chaque fois que je tombais sur des profs de français, je leur posais la question et récemment, à l'occasion de la sortie de ce livre, j'en ai parlé à un ami qui s'appelle Olivier Pourriol, qui est normalien, extrêmement talentueux. Et donc il m'a confirmé qu'il y avait pas d'erreur grammaticale. Alors peut-être que c'est pas très joli en effet d'avoir un laid monsieur, mais il y a pas de problème Usuel, grammatical. mais il n'y a pas d'erreur. Et il m'a raconté quelque chose de très intéressant. Tu as des adjectifs pour lesquels l'emplacement à gauche ou à droite du mot a une incidence sur le sens. Par exemple, un grand homme, un homme grand.
Tu vois, un grand homme, c'est plutôt moral, un homme grand, c'est plutôt physique. Mais là, en l'occurrence, entre un laid monsieur et un monsieur laid, il n'y a pas d'incidence. Donc, même dans le sens que ce soit accolé à droite ou à gauche, Non. ça ne change absolument rien. Donc, c'est que l'usage. Et j'en ai aussi parlé à ma mère récemment, parce que je pense que c'est un truc que je trouvais un peu honteux pour moi, tellement la phrase m'avait, moi, blessée. Et ma mère a fini par me dire que c'était, juste du racisme, en fait. Et c'est vrai que j'avais pas du tout capté qu'il y avait un aspect raciste. Ou si je l'avais capté, je l'avais pas du tout, conscientisé. Mais en tout cas, cette phrase a eu une incidence dans ma vie parce que me croyant extrêmement mauvaise en français et encore une fois probablement à juste titre, je j'ai fini par m'y mettre et par, bosser la langue. Donc quand tu dis que le livre est bien écrit ou quand tu dis que je m'exprime bien, c'est quelque chose qui est toujours très, très surprenant pour moi parce que c'est pas du tout naturel. C'est pas du tout naturel, mais enfin, tu as été publié aux éditions du Seuil. Je ne pense pas que ton ancienne institutrice l'ait été. Tu as déjà reçu un prix littéraire, le prix Vanity Fair. 2. Celui de la Fondation de France aussi. Et celui de la Fondation de France. Et ton livre a été publié il y a quoi, 3 mois, même pas? Ouais. Voilà. Bon, donc pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, tu repasseras. Excuse-moi, père cher Nélia. Mais non, mais voilà, quand on acquiert comme ça un complexe petit, en fait, quelque part, je veux dire, on le garde. C'est extraordinairement difficile de s'en débarrasser, même si tout le monde vous dit le contraire, C'est même comme si avec un autre regard sur soi-même, on se dit, ouais, en fait, je dois pas être si nul que ça, mais il reste. non, non, c'est définitif. C'est une seconde peau, c'est totalement instinctif. Ensuite, la raison, la réflexion sur l'expérience, sur ce que tu engranges comme succès font que tu rationalises et que tu te raisonnes. Mais instinctivement, les lunettes sont définitivement déformées. Donc en fait, il y a toujours d'ailleurs quand je me sens pas bien ou quand je me sens fragile, en général, c'est par les mots que ça pêche. En tout cas, c'est par les mots que ça s'exprime. Alors, justement, à propos des mots, dans ton livre, tu parles de Mohamed Amri, qui est quelqu'un que tu as défendu. C'est dans le procès du Bataclan, celui que Abdeslam a appelé en disant viens me chercher, et il l'a conduit en Belgique, de mémoire. Exactement. Et c'est ce garçon que tu vas défendre, et tu constates en le rencontrant qu'il a très très peu de mots à son vocabulaire. Et qu'est-ce que ça fait quand on a très peu de mots dans son vocabulaire? Écoute, moi, c'est quelque chose qui me touche pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Mohamed Amri, c'est quelqu'un qui est d'origine belgo-marocaine, qui habite en Belgique, qui traîne dans le petit quartier de Molenbeek. C'est là qu'il rencontre les frères Abdeslam. Et le soir des faits, il reçoit un coup de fil, alors que lui-même est en Belgique. Il reçoit un coup de fil de Salah Abdeslam, qui, depuis Paris, lui demande de venir le chercher parce que sa voiture serait tombée en panne. On est évidemment le soir des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam, on le saura très vite, vient de participer à la commission des attentats. Et donc Mohamed Amri va le chercher et à partir de là, il est impliqué très très sérieusement dans cette affaire. D'ailleurs, il est tout de suite interpellé, placé en détention provisoire. Moi, je le rencontre quelques mois plus tard et je découvre en effet un garçon qui est non seulement choqué par la situation, qui conteste son implication, en tout cas telle qu'on la lui reproche, et qui, en effet, a de vraies difficultés de langage. Il n'a pas beaucoup de vocabulaire, il n'a pas une bonne syntaxe et il le sait. Donc il a très peu confiance en lui et il est si fragile de ce point de vue-là qu'il refuse, qu'il va jusqu'à refuser quasiment de se défendre. Et donc arrivé au procès, quelques années après, je me rends compte que le langage, ça n'a pas qu'une vertu sociale, ça n'a pas qu'une vertu pour avoir des bonnes notes en classe, comme pour Madame X qui m'avait remonté les bretelles. Ça a aussi une incidence sur ta liberté, dans le cas de Mohamed Amri. Donc ça n'est pas rien, parce que lui, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'était d'essayer de convaincre des magistrats qu'il était innocent, que son implication était de pure circonstance, en fait. Et comment veux-tu te défendre sans vocabulaire? Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il le sait, et donc, quasiment plutôt que d'être confronté à la honte de ne pas savoir s'exprimer, il préfère être condamné presque. Bah oui, c'est très humiliant de ne pas pouvoir s'exprimer, en fait. Il faut, il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. C'est un moyen, le langage, c'est un vecteur pour pouvoir te définir toi, pour pouvoir t'imposer,
t'affirmer, en fait, tu vois. Donc ça a une incidence existentielle, en fait. C'est pas juste, encore une fois, pour avoir des bonnes notes à l'école. C'est pour pouvoir t'imposer, pour pouvoir empêcher les uns et les autres de penser et de dire à ta place ce que tu es, ce que tu vaux. Donc c'est une manière voilà, de taper du poing sur la table et de dire: «Non, maintenant, vous m'écoutez, vous ne penserez plus, ni ne parlerez pour moi. C'est moi qui m'exprime et c'est moi qui, en qualité de sujet, dis ce que je pense et ce que je ressens». Et c'est ça le langage. Et on ne t'écoute que si tu t'exprimes bien. Alors justement, tu es son avocate, donc tu es là pour parler à sa place. Et donc, comment est-ce que tu vas résoudre cette équation entre un client qui préfère ne rien dire parce qu'il ne sait pas dire et toi qui dois en assurer la défense? Alors j'avais instauré une petite méthode avec, Mohamed Amri. Je lui écrivais sur un bout de papier, les veilles, les avant-veilles de ses interrogatoires, même à sa demande, je crois, ce qu'il devait répondre. Mais on travaillait évidemment ensemble et c'est pas moi qui lui, imposais, mes idées Non, et le fond. c'est la force. Absolument, je récoltais le fond de sa pensée et j'essayais avec des mots très simples de formuler quelques idées et je les écrivais sur, le papier et je me souviens que Mohamed Amri les apprenait par cœur avec l'urgence d'un homme qui joue sa vie, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que ce procès a duré 10 mois et on doit le dire, c'était un procès exemplaire parce qu'il y a eu une mobilisation générale et c'est là que la justice, quand elle veut, elle est capable de faire les choses correctement. Il y avait une mobilisation de monde, d'argent, d'attention, les magistrats écoutaient, il y avait un espace d'écoute, de parole du côté des accusés comme d'ailleurs du côté des parties civiles. C'était très, très, très beau et très émouvant à observer. Et donc, je me suis rendu compte que Mohamed Amri, au fur et à mesure des mois, a repris confiance dans son langage parce qu'on lui laissait cet espace de parole, parce qu'on l'écoutait avec plutôt bienveillance quand même. Peut-être qu'on ne croyait pas, mais en tout cas, on lui montrait pas des préjugés. Et donc, je pense que cette écoute, cette qualité d'écoute lui a donné confiance et progressivement, il s'est émancipé de moi. Et je me souviens que les dernières semaines, il se levait tout seul, spontanément pour parler, ce qui était très, très émouvant. Parce que ce procès avait eu cette vertu de lui rendre une part d'humanité. Il Et t'en a parlé après? non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais je suis toujours en contact avec lui et peut-être que je lui offrirai un jour, ce livre pour qu'il découvre aussi, l'autre personne dont je défendais la mémoire, en même temps que je le défendais lui, l'autre personne étant Shaina. Et c'est vrai que, ces 2 procès-là, enfin le procès de Mohamed Amri et l'affaire Shaina ont été médiatisés ou ont eu lieu en même temps. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire des corrélations comme ça, des va-et-vient entre les 2 personnages et je me suis rendu compte à quel point cette justice, exemplaire dont avait bénéficié Mohamed Amri avait manqué à Shaina, dont le langage, au fur et à mesure des auditions, se détériore. On a comme ça, 2 parcours d'individus, l'un accusé, l'autre, plaignante, qui sont en totale contrariété. On a l'évolution positive de l'un et la chute, de l'autre, avec pour base une mauvaise écoute de la part des auxiliaires de justice, de la part des magistrats et c'est ça qui est bouleversant. Alors, on va reparler justement de Shaima et de cette affaire. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, d'abord, dépêchez-vous de l'acheter parce que franchement, vous ne le regretterez pas. Et je vais lire le début de l'avertissement au lecteur. C'est très court, mais c'est très fort. Aucune intrigue dans ce récit, Shaina est morte. Elle a 13 ans quand Ahmed et 2 amis la violent, 14 ans quand Ahmed et d'autres amis la frappent, 15 ans quand Driss la poignarde et la brûle. Ahmed et Driss étaient ses petits copains, à 2 ans d'intervalle, et sans se connaître, ils ont infligé à Shaina parmi les pires violences morales, sexuelles et physiques qu'une femme peut subir dans sa vie. Et ce qui frappe quand on lit ce livre, et ce qui bouleverse, puisque j'ai déjà utilisé ce terme, c'est bien sûr l'histoire de cette jeune femme et de ce qui lui arrive, qui est absolument atroce. Je précise que le jeune Driss en question, non seulement va la tuer de 8 coups de couteau dans le ventre, si je me souviens bien, 8. C'est pas 8 fois, hein, c'est 8 fois. Et il va mettre le feu à cette jeune femme, qui n'est pas encore morte.
et dans un petit cabanon qui va se consumer intégralement. Il faudra 2 jours pour qu'on retrouve son corps, tellement il n'en reste peu de choses dans cet amas de cendres. C'est absolument atroce. Mais au-delà de cette histoire bouleversante et bouleversante par, la cruauté, l'imbécilité, enfin ce qu'on ressent de culture machiste, mal placée, berk, il y a l'injustice, de la justice, enfin plutôt des corps constitués, des institutions dont quasiment aucune ne fait le job. Et ça, je veux dire, ça renforce le sentiment d'injustice. Commençons par le commencement. Tu prends ce dossier en charge en sachant au fond assez peu de choses sur cette famille et sur l'histoire de Shaina, c'est ça? Je prends en charge ce dossier en ne sachant rien du passé de Shaina. Moi, la seule chose que je sais quand je rencontre les parents de Shaina, c'est que leur fille vient d'être assassinée et qu'on a, a priori, un coupable en la personne de Driss, qui est donc son petit copain, et qui est très rapidement après les faits interpellé et placé en détention provisoire, qui conteste tout, mais qui est Il pèse des charges. mais qui pèse très rapidement des charges très très fortes. Voilà, il était le petit copain de Shaina, il l'aurait mise enceinte, elle avait une mauvaise réputation, il ne voulait pas qu'elle garde le bébé, elle le voulait, il a décidé de la tuer. Et quand je rencontre les parents, évidemment, je suis bouleversée par la situation. Mais par ailleurs, à la fin de cette réunion, les parents, la maman de Shaina, me glisse entre les mains une liasse de PV, de procès-verbaux, donc de documents de justice, en m'expliquant qu'il y a 2 précédentes affaires pour lesquelles Shaina a déjà porté plainte. Alors, je prête pas plus attention sur le coup, en me disant qu'il y a rien de pire que l'assassinat, donc je mets ça un peu de côté. Et le lendemain, en retournant au cabinet, je tombe quasi incidemment sur cette liasse de PV que je commence à étudier. Et là, je me rends compte que le drame de Shaina ne se résume pas à son assassinat, mais que 2 ans auparavant, donc à 13 ans, elle a déjà porté plainte pour viol en réunion, non pas contre Driss, mais contre un autre petit copain qui s'appelle Ahmed, et ses copains à lui, parce que c'est un viol en réunion. Et je me rends compte aussi que Ahmed est donc impliqué, mis en examen avec interdiction d'entrer en contact avec elle, mais pour autant, quelques mois après, 1 an et demi après très exactement, alors que Shaina a 14 ans, elle se fait passer à tabac par Ahmed qui l'a retrouvée et d'autres copains à lui. Heu et finalement 6 mois après, elle se fera assassiner par Driss. Et là, il y a 2 choses, qui m'interpellent, heu, très fortement. La première chose, c'est que si je connais des histoires de femmes qui se sont fait assassiner après avoir, porté plainte à plusieurs reprises pour menaces, ou pour violence, c'est toujours contre un seul et même individu. Là, il y a 2 individus différents. La première affaire et la deuxième, c'est-à-dire le viol en réunion, puis les violences, concernent Ahmed. Et puis la troisième affaire, l'assassinat, concerne Driss. Or, Ahmed et Driss ne se connaissent pas. Donc, qu'est-ce qui explique qu'ils se soient passés le témoin de la violence sans même se connaître, ni par conséquent se concerter? Ça, c'est la première chose. La seconde question, celle qui, moi, m'interroge le plus, étant donné mon métier et l'amour que je porte quand même pour la justice, parce que j'ai une très haute idée de la justice et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je porte très haut, en fait, la justice. Comment est-ce possible que la justice, pourtant saisie à temps, n'ait rien fait? Avec cette question, ultime et vertigineuse, est-ce que si Shaina n'avait pas déposé la première plainte, est-ce que la deuxième affaire aurait eu lieu? Est-ce que la troisième affaire aurait eu lieu? Et ça, c'est une question, c'est des questions auxquelles je peux pas tout à fait répondre. Probablement que la deuxième affaire n'aurait pas eu lieu. En revanche, la troisième, on peut pas dire. Là, vraiment, on rentre dans une uchronie, c'est pas possible de répondre. Mais en tout cas, je pense que la justice a une petite incidence sur le parcours judiciaire, et les drames de Shaina. Et évidemment, le caractère inédit de cette affaire pour moi, c'est que Shaina étant morte, c'est la mort qui est le point de départ de mon enquête. Je ne connais pas Shaina et il y a quelque chose d'absurde à avoir la mort pour point de départ parce que en faisant le chemin à l'envers, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu l'effet papillon. Tous les événements qui se sont produits ne pouvaient pas aboutir à autre chose que la mort de Shaina. Heu et donc dans cette succession d'événements, tous les événements sont quasi équivalents, en termes de causalité, en fait. C'est-à-dire qu'un sourire ou un silence déplacé de la part d'un magistrat a pu, air de rien, entraîner la suite. Et donc je m'interroge en fouillant dans les 2 premiers dossiers,
qui ont déjà fait l'objet d'un démarrage de traitement, hein. Shaina avait d'autres avocats à l'époque. Moi, je récupère le tout après sa mort. Et donc, je vois un petit peu ce que les uns et les autres ont fait. Et là, avec cette loupe très critique envers la justice, je capte que la justice, en effet, a complètement merdé. Mm. On ne peut pas dire autre chose. Alors, j'imagine qu'il y a certains auditeurs qui peuvent se dire mais ouais, enfin, quand même, faut pas exagérer, c'est pas un mot ou un silence d'un magistrat qui lui plante un couteau dans le bide, donc il faut remettre les choses à leur place. Alors, je vais lire, j'irai presque au hasard, parce qu'il y en a tellement dans ton livre. Un exemple. C'est lors d'une confrontation. Alors, une confrontation, c'est C'est très violent. Une confrontation, c'est la confrontation de deux personnes qui sont impliquées ou impliquées dans une affaire. Ça peut être deux mises en cause, comme ça peut être un mis en cause avec une victime, comme plusieurs mises en cause face à une victime. Et c'est la confrontation des différentes positions. Donc, vous avez un magistrat entre tout le monde qui pose des questions sur les uns et les autres et qui met en balance les contradictions des récits des uns et des récits des autres, pour que, au final, il y en ait un qui lâche ou pour que, au final, il y ait une vérité parmi ces contradictions qui émergent. Et là, la juge d'instruction pose la question suivante. Là, c'est l'affaire du viol. Donc, La c'est première toute première. C'est la juge d'instruction qui parle. Lors de votre audition devant moi, vous avez déclaré, je cite, « Il voulait mettre son doigt, mais je bougeais trop. Il n'a pas réussi à rentrer son doigt dans mon sexe, mais il m'a touché. » Que dites-vous? Elle répond, ben, quand il essaye de mettre son doigt dans mon sexe, il essaye de m'écarter les jambes, mais ça rentrait pas, mais il me touchait. Mention. Indiquons à mademoiselle qu'il y a une différence entre rentrer un peu et ne pas rentrer. Lui demandons si elle comprend la différence et celle-ci nous répond que oui. C'est hallucinant. Mmh. La juge d'instruction lui pose à ce moment-là cette question face à ces mises en cause. Et en fait, tu n'as pas là sous les yeux le PV entier de la confrontation, mais c'est l'une des pièces les plus violentes et les plus douloureuses à lire, hein. En tout cas pour moi, ça a été le cas. Parce que je me suis rendu compte que très vite, tout accable Shaina, alors qu'elle est la plaignante, face à 3 mises en cause. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la scène, il y a Shaina avec son avocat, 3 mises en cause Qui sont Ahmed et ses deux qui sont Ahmed et ses 2 copains avec leurs 3 avocats respectifs. Donc 6 contre 2 numérairement, 6 hommes contre 2 femmes et 6 hommes contre une femme et un homme. Parce que Shaina est toute seule. En tout cas, il y a une juge d'instruction en plein milieu et c'est vrai que très rapidement dans cette confrontation, toutes les questions sont à charge pour Shaina. alors que c'est la victime. Alors que c'est la victime. Alors, il faut nuancer les choses. Il faut à un moment donné que la parole d'une victime aussi soit challengée et défiée. Parce que une simple parole ne peut pas aboutir à une condamnation. C'est pas possible. Ce serait trop facile et c'est pas ça la justice. En tout cas, c'est pas celle que j'aime et je pense que je suis pas la seule à penser ça. En revanche, jusqu'où est-ce qu'on challenge une parole? Et pourquoi on la challenge? Est-ce qu'on la challenge pour vraiment obtenir quelque chose ou on la challenge pour le simple plaisir de taper sur une victime? Là, c'était pas nécessaire. Cette confrontation d'ailleurs, elle n'était pas voulue par Shaina, parce que les confrontations sont acceptées en fait. Une plaignante qui n'a pas envie d'être confrontée avec ses agresseurs n'a pas à être confrontée avec eux. Elle doit être en mesure d'être la première à décider pour elle-même. Or Shaina avait dit qu'elle ne voulait pas être confrontée à Ahmed et pourtant cette confrontation lui est imposée et par ailleurs elle se passe très, très mal. Donc c'est quelque chose d'en effet très, très violent. Je précise quand même que tu n'es pas son avocate à ce moment-là. Encore une fois, tu ne la connais pas. Tu ne la connais. Je ne la connais pas et je précise aussi qu'elle remportera à titre posthume cette affaire. Donc en fait, aujourd'hui, nous savons que Shaina a remporté toutes ces affaires et que là, alors qu'elle était traitée de menteuse par tous et acculée notamment par la juge d'instruction, c'était d'atto puisque aujourd'hui nous savons que c'est elle qui avait raison et c'est elle qui disait la vérité. Une autre chose qui m'a frappé, c'est que l'avocat d'Ahmed lui fait avouer qu'elle éprouve toujours des sentiments pour lui. Et elle est bien obligée de l'admettre parce que oui. Et c'est pas la première fois où une victime continue d'avoir des sentiments. Enfin,
pour l'homme qui la bat ou qui, sous l'emprise duquel elle se trouve. C'est quelque chose qui est très connu, très documenté. Des femmes battues qui reviennent alors qu'elles savent qu'elles risquent d'être encore battues. Bref. Et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de Il faut dire, il n'y a pas de contradiction. On peut aimer un homme qui continue à faire du mal. À faire du mal. C'est des choses qui arrivent. C'est dommage que ce soit le cas, mais on n'est pas forcément maître de ses sentiments. Et le fait d'aimer ne disqualifie pas pour autant ce qu'on dénonce, à savoir des violences. L'autre chose qui m'a troublé, donc, c'est qu'elle est obligée d'admettre qu'elle a encore des sentiments pour lui. Et ça, c'est tellement dur pour elle que, au milieu de la question suivante, elle demande si on peut s'arrêter et pour faire une pause. Et la juge accepte et l'un des avocats adverses, donc d'un des types qui ont participé à ce viol, dit ah ben non, non, faut pas arrêter le flot des questions. Et la juge l'a fait rentrer dans la pièce. Il s'est écoulé Quelques instants. quelques instants. À peine Donc, 2-3 minutes. donc cette jeune fille qui est seule avec son avocat, en face de 6 personnes, devant un juge d'instruction, ce qui ne lui est jamais arrivé. À un moment, elle en peut tellement plus qu'elle arrive à dire: «Je voudrais qu'on fasse une pause». On la laisse sortir et hop, on la ramène. C'est quasiment de la torture psychologique de faire croire à quelqu'un qu'il va pouvoir se reposer et puis non, en fait. Non, en fait, tu disposes de rien, même pas de ton temps. Je trouve ça absolument atroce. Et on n'est pas aussi dur avec les mises en cause, hein. Je fais un parallèle justement à ce moment-là du livre avec le traitement de Driss, qui est donc l'assassin, au moment de son propre procès pour assassinat. À chaque pause qu'il a demandé, le président le lui a accordé. Donc c'est dire à quel point, ce qui en soi n'est pas grave, au contraire, il faut à un moment donné, en effet, Ouais. permettre aux gens de respirer. Mais ce qui est fou, c'est la comparaison des différents traitements. On a mieux traité Driss lors de son procès d'assises qu'on avait traité à ce moment-là Shaina lors d'une confrontation, elle qui était victime et elle qui sera, enfin elle qui est plaignante et elle qui sera considérée comme étant victime par la justice. Mmh. Et en plus, ce que tu dis à propos de Brice, là, ça se passe pendant son procès. Et ce que tu mets en avant, c'est que lui, largement aidé par sa mère et sa grand-mère, s'enferme dans un déni total, et on sent que, il se sent presque offensé d'avoir à répondre aux questions et que c'est dans les moments où il est sur le point quand même de craquer parce qu'un procès, c'est pas pareil. Il y a une solennité, il y a une unicité de l'espace et du temps, qui ont un impact sur ce qui se passe dans la salle d'audience. Et au moment où il va peut-être flancher, c'est à chaque fois à ce moment-là qu'il demande une pause et à chaque fois lui accorder, ça lui permet de se ressaisir et de revenir en disant: «Mais non, pas du tout, je vois pas de quoi on parle» et cetera. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que, ce juge d'instruction et on va parler d'autres personnes qui sont intervenues, qu'est-ce qui se passe? Ils ne perçoivent pas? Ils ont des idées, préconçues sur, Shaina? Alors là, je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme parce qu'elle-même et sa famille sont d'origine, mauricienne, c'est ça? Ils sont musulmans, les agresseurs aussi, donc c'est pas le sujet en fait. Ça, Non. à aucun moment ce n'est le sujet. Donc pourquoi? Je sais pas, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. C'est vrai que si on fait, si on pointe la succession des défaillances, on se rend compte que d'abord, on se rend compte que c'est que des femmes. C'est une juge d'instruction. Juste avant, c'est une psychologue qui fait n'importe quoi, c'est, une enquêtrice qui raconte n'importe quoi, c'est une médecin légiste qui examine Shaina qui dit n'importe quoi, et plus tard, ce sera une parquetière pour l'affaire Driss qui refusera, de faire appel de la décision parce que la décision de condamnation était pour un quantum bien en deçà de ce qui avait été, requis par le parquet. Je n'ai pas d'explication. C'est, les femmes qui veulent faire, semble-t-il, plus fort encore que les hommes, en fait. J'ai pas d'explication. En tout cas, heu, on sent qu'il y a quelque chose qui déraille très vite et personne n'est là pour, à un moment donné, se lever, réfléchir et s'opposer. Il y a peut-être, une absence d'effort pour, à un moment donné, stopper les choses et réfléchir par soi-même. Heu
On est pris dans un espèce de... On est plus dans une base de virale, de routine. On croit tout de suite ce que les précédentes personnes ont dit. Euh, on, On fait pas le job, quoi. on fait pas le job et on pense pas contre soi. Je pense que ça, c'est une des grandes leçons de cette affaire. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile à appliquer parce que c'est vrai que euh, moi, j'ai le sentiment dans cette affaire que les biais cognitifs, en tout cas un système patriarcal, est tellement intériorisé qu'on a du mal à en sortir. Et ça crée des biais cognitifs. Je donne un exemple. Shaina, le soir des faits du viol en réunion, quand elle a 13 ans, elle est très courageuse, elle va porter plainte. Elle va voir une enquêtrice qui, pendant que Shaina est en train de dénoncer des faits très graves, écrit en majuscule sur le PV Shaina ne montre aucune expression particulière. C'est une réflexion qui n'est pas neutre, hein, qui nous sera opposée par la défense, qui donne le sentiment que Shaina est très froide et qu'elle est en train de calculer ce qu'elle raconte. Ou d'inventer. Ou d'inventer. Parce que dans l'esprit des gens, la froideur n'est pas compatible avec l'état d'une victime qui vient d'être agressée. L'état d'une victime venant d'être agressée, étant celui d'une femme qui pleure, qui hurle. Cette espèce de froideur est inconciliable avec ce qu'elle dénonce. Tout de suite après, elle va voir une médecin légiste qui, elle, voit des éléments objectifs sur son corps, qui voit des blessures, qui voit des griffures, qui voit des ecchymoses, donc qui voit quelque chose qui objectivement Ne peut s'expliquer. confirme ce qu'elle dénonce. Et pourtant, la médecin légiste indiquera en préambule, juste avant la liste des blessures, notons que Shaina se déshabille facilement et qu'elle ne montre aucun signe de honte ni de culpabilité. Et donc cette phrase, cette espèce de didascalie, pareil, elle nous sera opposée par la défense. Bah alors vous voyez bien que elle se déshabille facilement, sous-entendant qu'elle n'est pas crédible en fait cette victime. Et ça, c'est un biais cognitif qui pense encore qu'il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Alors que non, quand on est victime, et il y a autant de manières de dénoncer les faits qu'il y a de victimes. Chacun a sa manière. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la sidération, qui est quelque chose de tout à fait documenté, qui est qu'en fait, on est tellement choqué par la situation que pour survivre à l'agression, on sort de soi-même pour en être que le spectateur et plus le sujet, parce que c'est trop difficile à supporter. Et donc, ça suppose en effet une perte, une perte cognitive de l'espace-temps, avec parfois en effet une froideur. Mais en fait, c'est une froideur qui est symptomatique de l'agression et qui ne vient pas disqualifier l'agression. Et ça, on est en 2017. 2017, c'est hier. Enfin, 2017, c'est pas il y a un siècle. Hein. Ces considérations de sidération, c'était déjà tout à fait présent, à plus forte raison pour une médecin légiste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ces éléments-là qui ont à un moment donné nourri la réflexion des uns et des autres. Et il n'y en a pas une qui s'est levée en disant, écoutez, on va tout remettre sur table et on va réfléchir. En fait, est-ce que une gamine, on peut lui reprocher d'être trop froide quand elle vient dénoncer ces faits-là? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas des éléments objectifs qui viennent objectiver ce qu'elle raconte, à savoir ses blessures? Ce travail-là n'a pas été fait. Il a été fait à la toute fin par les magistrats du siège qui ont jugé l'affaire, mais pour ça, il a fallu que nous, partie civile, on se batte. C'est fou. Et ça, alors, la médecin légiste, la juge d'instruction ne sont pas les seuls, comme tu l'as dit tout à l'heure. Une autre chose qui m'a sidéré, c'est la psychologue qui demande à Shaina, si je me souviens bien, moi si je me trompe, si elle sait ce que c'est qu'être vierge, de façon concrète, physique. Alors Shaina, elle explique comme elle peut que oui, il y a une espèce de petite peau et que machin, etc. Et, et après ce que Shaina dit, la psy va noter, si je me souviens bien, qu'elle n'a pas les connaissances nécessaires de l'anatomie féminine pour faire la distinction entre un viol et un attouchement. Mais c'est Entre une pénétration et un simple frottement. voilà, entre une pénétration et un simple frottement. Mais c'est horrible de dire ça. C'est complètement bête, en fait. C'est complètement bête, mais vu ce dossier, vu les circonstances et vu les conséquences, le mot bête est trop faible. En fait, c'est presque criminel de faire un truc pareil, pas au sens juridique évidemment,
Donc on est entre la bêtise et l'irresponsabilité et quelque chose de l'ordre, en effet, du criminel, mais encore une fois, au sens commun. Shaina, elle essaie d'expliquer ce que c'est que l'hymen. C'est sa manière à elle de répondre à la question sur la virginité. Et elle dit, c'est quelque chose avec des espèces de zigzags et des pointillés. Et c'est vrai que je me suis moi-même essayée à la définition de l'hymen et j'ai pas réussi. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que tu as autant d'hymens qu'il y a de corps humains féminins. D'ailleurs, toutes les femmes n'ont pas d'hymen, forcément. Et en fait, c'est des trucs, en effet, avec des pointillés, des zigzags, des ronds, des carrés, des triangles, tout en haut, tout en bas. Et on ne pouvait pas définir autrement un hymen qu'avec des mots d'enfant, sauf à être médecin. Et donc, quand je constate le jugement de cette psychologue, qui est d'ailleurs un jugement juridique, parce que la distinction entre la pénétration et le simple frottement, c'est une distinction qui entre le criminel et le délictuel, c'est-à-dire entre la cour d'assises et le tribunal correctionnel. Donc en fait, ça a une incidence juridique. Ce qui est de l'ordre de la pénétration est considéré comme plus grave que ce qui est de l'ordre du simple frottement, parce que dans la pénétration, il y a un acte plus violent encore que dans le frottement. Et donc les conséquences et la réponse pénale est différente. Donc ça change absolument tout. C'est-à-dire que cette psychologue à qui on peut donner autorité, sa parole a une incidence sur le cours judiciaire de la vie de Shaina. Et donc en me remettant dans la peau d'une gamine de 13 ans, je me suis vraiment demandé si j'aurais été capable de définir l'hymen et je ne crois pas. Et c'est à chaque fois des petites choses qui me rendent très triste pour Shaina parce que j'aurais aimé lui dire en fait que cette définition-là, elle était très bien et que le problème ne venait pas d'elle, mais que le problème venait de l'adulte qui était en face d'elle et qui a tort la juger. Et tu aurais dû lui dire ça un certain nombre de fois, Et Malik. j'aurais dû lui dire et je le lui aurais répété à plusieurs reprises. Mais de toute façon, ce livre, il est pour elle. Alors, il y a un moment, oui, alors attends, avant de finir à ce moment-là, il y a un autre moment, mais il faudrait que tu m'en rappelles le détail, où là, c'est c'est au tribunal, et la mère ou les parents de Shaina se penchent vers toi pour te demander si ce qui est en train de se passer est normal. Et je crois que tu dis dans ton livre, j'aurais fait un signe de la main, genre attendez pas tout de suite, mais en fait, c'est parce que tu avais tellement honte de ce qui se passait que tu ne savais pas comment le leur viser. La honte, c'est un sentiment qui est arrivé assez rapidement dans ce dossier et qui m'a quittée très très tardivement. Et encore aujourd'hui, quand on refait le bilan de l'affaire Shaina, des affaires Shaina, c'est le sentiment de honte qui, moi, me submerge. En fait, Ahmed, donc le mis en cause dans la première affaire et dans la deuxième affaire de passage à tabac, avait l'interdiction d'entrer en contact avec Shaina. Tu sais que quand on est placé sous contrôle judiciaire, on a certaines obligations, notamment, comme c'est le cas, donc l'interdiction d'entrer en contact avec la plaignante, avec sa victime, et que si on viole cette interdiction, alors, dans l'attente du procès, on peut être placé en détention provisoire. C'est ce qu'on appelle la révocation du contrôle judiciaire. En fait, le contrôle judiciaire, c'est un contrat de confiance avec le mis en cause, qui n'est pas encore jugé, pendant le cours de l'enquête, qui consiste à dire « je te mets pas en prison, mais il y a beaucoup de charges contre toi, je te donne une chance, je te donne aussi quelques obligations que tu dois absolument respecter, mais si tu ne le fais pas, tu vas en prison parce que le contrat de confiance est rompu. » Et là, donc, dans la première affaire, à l'issue de la plainte de Shaina, Ahmed est donc placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Shaina, ce qui ne l'empêchera pas de la retrouver quelques mois après et de la frapper extrêmement violemment en lui infligeant notamment un penalty dans la bouche. C'est ce qui ressortira des textos des uns et des autres parce que taper, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'en vanter, faire l'éloge et la prouesse de ce qu'on a commis. Et donc, dans les messages, on verra le mot penalty. Donc, elle est par terre. Ahmed vient, lui met un coup de pied dans la tête et c'est ce qui forme le penalty. Rapidement après, Shaina, qui ne manque pas de courage, retourne déposer plainte. Cette fois-ci pour violence en réunion contre Ahmed. Et Pardon, tu dis en réunion parce que en fait, ils étaient combien? Shaina va dénoncer une dizaine d'individus, mais les magistrats n'en trouveront que 2, n'en interpelleront que 2 et ne feront aucun effort pour trouver les quelques autres mis en cause. Qui eux étaient tous cagoulés. Qui eux étaient tous cagouleux.
Sauf Ahmed, Sauf qui vient visage nu. visage nu parce qu'il n'a plus peur de l'autorité judiciaire et puis il a envie il revendique la paternité de ce dernier coup de pied. Et donc, à l'audience pour ces faits, la situation pénale d'Ahmed va être discutée et on apprend qu'à l'issue de cette deuxième affaire, le contrôle judiciaire d'Ahmed ne sera pas révoqué. En revanche, on comprendra que Ahmed a continué le chemin de la délinquance et que, à l'occasion d'un vol ou d'un braquage de véhicule, là, son contrôle judiciaire va être révoqué. Il faut bien comprendre la différence entre vol de véhicule et agression physique. Agression physique, c'est infraction contre les personnes. Vol de véhicule, c'est infraction contre les biens. Et là, en effet, à l'audience, il y a la maman de Shaina qui m'interpelle très discrètement pour me dire: «Mais maître, ça veut dire que voler des véhicules, c'est pire qu'avoir frappé Shaina aux yeux de la justice?» Et cette conclusion était extrêmement juste et n'attendait qu'une réponse positive, affirmative. Et j'avais tellement honte de l'admettre que j'ai dit à la maman de Shaina j'ai fait diversion en lui demandant d'arrêter de parler pour que j'écoute ce qui était en train de se dire, parce qu'on était en pleine audience, et je ne lui ai jamais répondu parce qu'effectivement, cette réponse était affirmative et que j'en avais trop honte. Oui, dans ce cas de figure, la justice a été plus répressive avec Ahmed au moment où il s'en prenait au véhicule plutôt qu'au moment où il s'en prenait à Shaina. Alors, il y a un seul moment d'un peu de lumière dans toute cette histoire, c'est l'audition des comment ça s'appelle quand tu entends quelqu'un que ça a été filmé, et ça, c'est le juge qui propose voilà, Ouais. qu'on revisionne ce moment-là. En fait, les auditions des uns et des autres, les interrogatoires sont tous filmés parce qu'ils sont tous mineurs, hein. Donc on avait en cassette, on avait en boîte la toute première audition de Shaina quand elle a 13 ans, qui se passe d'ailleurs si mal, où tu as l'enquêtrice qui lui dit «Noto que Shaina ne montre aucune expressivité particulière». Et là, le juge, il était remarquable. C'est le seul juge remarquable de cette affaire. Et c'est le seul homme en plus. C'est le seul homme. Enfin, c'est pas le seul homme, c'est l'un des hommes, mais il a été particulièrement remarquable. On est en audience d'appel de la première affaire et il décide, puisque Shaina n'est pas là, il décide de l'incarner, de lui redonner vie l'espace d'un instant, en faisant visionner certains extraits qu'on demanderait à voir parmi toutes les auditions, les auditions ou les confrontations. Et donc, on s'accorde à voir la première audition de Shaina. Et évidemment, moi, j'avais pas du tout préparé mes clients à ça parce que c'est assez inédit de faire ça. En général, on regarde les auditions quand il y a une distinction entre ce qu'on croit que la personne a dit pendant l'audition et le PV et la retranscription. En général, on déterre les auditions uniquement pour vérifier s'il y a une concordance parfaite entre ce qui a été dit et ce qui a été retranscrit sur le PV. Là, c'était pas ça. Là, c'était pour donner vie à Shaina. Et donc, il fallait préparer les parents très rapidement. Est-ce qu'ils voulaient rester, voir leur fille, ou est-ce qu'ils voulaient sortir de la salle? Parce que, voilà, il y avait quelque chose de très, très émouvant et de doublement tragique. Évidemment, quand ton enfant meurt, les vidéos et les photos de ton enfant sont désormais définies, sont réduits à un chiffre, puisque tu ne peux plus avoir de nouveautés, de nouvelles photos, de nouvelles vidéos. Et donc là, c'était la première fois où les parents découvraient une nouvelle vidéo de leur enfant, ce qui était très bouleversant. Mais en même temps, qu'est-ce que c'était que cette vidéo? C'était la vidéo de la première audition, le soir même des faits qui allaient complètement bouleverser la vie de leur fille. Donc il y avait cette espèce de contradiction entre le plaisir, l'élan de voir à nouveau son enfant dans une vidéo qui était étrangère, et en même temps l'horreur de ce que cette vidéo représentait, en fait. Et il y avait ce double élan, tu vois, d'enthousiasme et de retenue. Et finalement, les parents de Shaina ont accepté. La maman s'est assise sur une chaise. Je me souviens que je lui ai pris l'épaule et tout le monde était autour. Et en fait, on a regardé comme ça Shaina qui, à 13 ans, raconte son
calvaire, son premier calvaire. Et c'était la vidéo justement où l'enquêtrice avait fait une réflexion sur son état trop froid. Et donc, si je dois être sincère, je craignais aussi cette vidéo parce que je me disais peut-être que effectivement, on va voir une gamine tout à fait dans le calcul, froide, tu sais, celle par qui le malheur arrive, qui est... Et donc je craignais à un moment donné Que ça confourte. que ça le gonfle, enfin, cette impression. Et en fait, non, on a vu une gamine qui était juste calme, fatiguée. Il est 12h30 quand elle fait cette déposition. Et en fait, elle était toute silencieuse, toute digne, toute menue. Elle avait un petit tic entre deux réponses. Elle réfléchissait, elle faisait ce petit truc. Je me suis dit, elle avait peut-être un aft ou quelque chose, tu vois. Euh, Elle était jolie et très rapidement, au bout de quelques minutes, le magistrat nous a dit, bon, bah, est-ce que vous voulez qu'on continue? Et on n'en était même pas arrivé à la réflexion de l'enquêtrice que tout le monde a dit, ok, on peut passer à l'audition suivante. On avait compris, en fait, que cette réflexion de l'enquêtrice était juste une réflexion de merde, qu'en fait, elle s'était juste plantée. Elle avait prêté à Shaina quelque chose qu'elle n'était pas, c'est-à-dire une gamine qui avait tout inventé. C'est tout. Elle était dans l'état dans lequel elle était à cause de la sidération, à cause de la fatigue, parce que c'est un exercice très difficile d'aller se confronter à son agresseur quelques instants après l'agression. Non, tu dis, on avait compris, c'est qui on? Je pense que c'est les avocates, d'ailleurs c'était des filles de la défense, euh, qui, elles avaient été les premières à dire on veut voir la première audition. Je me souviens, il y avait une espèce d'élan comme ça, un peu... Un peu malsain? Ouais, moi j'avais pas trouvé ça très, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se tramait en fait derrière cette espèce d'enthousiasme. On avait l'impression qu'il y avait une volonté unanime à l'unisson de viser la première audition. Et c'est ça qui m'avait d'ailleurs fait peur, moi, très intimement. Et en Un fait, peu disant, si elles ont tellement envie, c'est peut-être parce que, enfin, c'est évidemment parce qu'elles espèrent trouver quelque chose qui va servir leur argument. écoute, ça fonctionne vraiment. Quid si moi, ma théorie est complètement naze, à savoir la sidération, machin. Quid si vraiment Shaina et cette fille, tu sais, on a toujours un doute, hein. Puis moi, Shaina, je la connais pas, et puis je n'étais pas dans la polyclinique désaffectée où les choses ont eu lieu. Donc en fait, oui, on a des convictions, mais parfois elles sont ébranlables, quoi. Donc, et en fait, non, très rapidement, on avait tous capté que cette, euh, cette appréciation de l'enquêtrice qui aurait pu servir la défense était complètement has-been en fait. C'était une réflexion et une appréciation archaïque. Est-ce que ça ne pose pas aussi un peu la question, on en a parlé récemment plusieurs fois, de la formation des gens, des enquêteurs, des enquêtrices, des policiers, des gendarmes qui reçoivent ce genre de plainte? Alors oui et non. Euh, Tu sais, la formation, c'est quoi en fait là-dedans? C'est d'essayer de penser contre soi, d'ouvrir les oreilles et les yeux, Mm. tu vois? C'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que l'autre est en train de vivre et arrêter de lui projeter des idées préconçues. Alors, si c'est juste ça, on n'a pas besoin de formation. On a juste besoin d'un peu d'effort intellectuel et un peu d'effort du cœur pour penser contre soi. Donc, c'est pas comme s'il fallait refaire des études pour être formé à entendre la parole des victimes. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'étonne. Alors, cela étant dit, Pardon, je t'interromps, mais imaginons, en effet, il n'y a pas besoin de reprendre des études, mais imaginons que dans les modules de formation continue des personnels de police ou de gendarmerie, on par exemple cette vidéo en disant, voyez, l'enquêtrice va dire qu'elle ne manifeste rien, et cette jeune femme, il sera démontré qu'elle avait entièrement raison et qu'elle a vraiment été violée. Donc, alors là, tu as raison. Donc, ceci étant dit, il y a en effet peut-être, tu vois, à reprendre et à déterrer des vieilles affaires, à les regarder et à les analyser. Et pour ne rien te cacher, moi, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit que je voulais que ce livre ait ça comme vertu aussi. Je voulais essayer de manière la plus objective possible de déterrer cette affaire, de la disséquer, de la mettre sur table pour que des gens s'en emparent et des gens plus professionnels que moi, c'est-à-dire autrement plus professionnels que moi. C'est-à-dire des enquêteurs, des magistrats, des sociologues, des historiens, des spécialistes de l'urbanisme, parce qu'en fait, ce sont des faits qui ont lieu d'abord dans une polyclinique désaffectée et ensuite dans un cabanon désaffecté. Donc ça pose aussi des questions de politique publique comme la politique de l'urbanisme.
Et donc, c'est aussi, j'espère, la vertu de ce livre, c'est-à-dire un livre qui a un aspect pédagogique et qui dissèque suffisamment une affaire atroce pour que d'autres s'en emparent et peut-être comprennent, saisissent les éléments en saisissent des éléments de formation. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que tu as pris soin de sortir du texte du livre et de mettre à la fin la chronologie des événements. Et sur quasiment une vingtaine de pages, tu dissèques minute par minute ce qui s'est passé Dans la troisième affaire. dans la troisième affaire. Là, c'est Et c'est là aussi ultra intéressant. Une fois que tu as lu ce livre et que tu es, comme tu l'as été, et comme je l'ai été en lisant ce livre, bouleversé par cette histoire, et là, on te passe le film froidement, minute par minute. C'est atroce. Il fallait faire ça, je pense, dans la troisième affaire pour comprendre un peu comment les choses s'étaient passées. Mais c'est vrai que le challenge pour moi, parce que je suis partie prenante évidemment, le challenge pour moi, ça a été d'essayer de sortir de ma position le plus possible. Alors, je suis limitée parce que je reste l'avocate de Shaina et j'ai le point de vue de Shaina, c'est-à-dire que je ne peux pas admettre les arguments de défense d'Ahmed et ses copains, puis de Driss et de sa famille. Je n'y arrive pas. Et c'est possible que ce soit pas seulement parce que c'est faux, mais parce que je suis du côté des parties civiles et que ma perspective ne me permet pas de me mettre dans la peau des mises en cause. Mais du coup, le challenge de ce bouquin, c'était d'essayer de raconter cette histoire le plus objectivement possible. Et c'est vrai que ce passage auquel tu fais référence dans la dernière partie se veut très objectif. C'est-à-dire que j'essaie vraiment, minute par minute, d'expliquer les 3 derniers jours de la vie de Chaya. Voilà. Mmh. Et c'est encore une fois très parlant. Tu as des nouvelles de la famille de Shaina? J'ai des nouvelles de la famille parce qu'on continue à travailler ensemble sur d'autres aspects de cette affaire, notamment le règlement des dommages-intérêts, d'autres affaires aussi qui nous occupent, qui nous opposent pas, mais qui nous occupent avec la ville de Creil, où le drame a eu lieu. Et c'est des gens qui sont complètement détruits, en Mmh. fait. Euh, Déjà perdre un enfant. Perdre un enfant dans de telles circonstances, se rendre compte rétrospectivement à quel point elle a été humiliée, disqualifiée par la justice. Et ce qui est douloureux, c'est que, bon, disqualifiée par des agresseurs, ok, mais disqualifiée par la justice à laquelle tu t'adresses pour t'aider, ça c'est violent. Ouais, ça c'est violent. En fait, l'humiliation suprême, c'est quand tu veux tendre la main et qu'on te la refuse et qu'on te gifle derrière, quoi. C'est quand tu es demandeur d'aide et qu'on ne te donne pas cette aide, qu'on te la supprime, qu'on te la refuse, qui est douloureux, je pense. Avoir sur son chemin un agresseur, hein, c'est des choses qui, hélas, arrivent. Tant qu'on n'attend rien d'un agresseur, ça va, on peut se défendre soit sur le coup, soit après, via la justice. Mais saisir la justice pour demander de l'aide et n'obtenir rien d'autre que du mépris, ça, c'est très, très violent. Il y a des années de ça, j'avais été frappé par, tu te souviens de Jeffrey Dahmer, un criminel en série américain, qui avait séquestré chez lui un jeune adolescent pour lui faire subir le même sort que tous les autres. On ne va pas rentrer dans les détails. L'adolescent réussit à s'enfuir, trouve une voiture de police, leur dit en gros sauvez-moi, et il le ramène chez Jeffrey Dahmer. Et quand tu lis ça, tu as l'espèce de frisson dans le dos. Tu dis ça, c'est l'horreur absolue, quoi. Tu imagines ce qu'il y a dans la tête de ce monde à ce moment-là. Vous avez lu le livre, les parents de Shaina? Je leur ai envoyé. Je leur ai envoyé quand il est sorti. Je pense que oui, je sais pas. J'ai pas eu de retour là-dessus. Et en même temps, le livre est très très difficile. Il est très cru. Mais moi, je voulais en faire quelque chose de cru, presque chirurgical, sans emphase en fait, parce que je voulais en fait que les gens comprennent ce que c'est que la violence, que ce soit pas juste des mots dans un article de presse en fait. Qu'est-ce que c'est 8 coups de couteau? Qu'est-ce que c'est d'être aspergé d'essence? Qu'est-ce que c'est quand on est par terre, quand on est à terre, alors qu'on a donné rendez-vous à son amoureux pour le convaincre de garder un bébé?
qu'est-ce que c'est après avoir reçu 8 coups de couteau, de sentir l'essence de couler sur le visage, de sentir l'odeur de l'essence, d'entendre ou de pressentir la flamme qui va à un moment donné être allumée. C'était ça en fait. Et puis c'était la solitude de Shaina. C'était ça aussi que je voulais euh, mettre en avant et en même temps annuler par l'artifice littéraire de l'adresse. Parce qu'à 4 reprises, je m'adresse à Shaina, je la tutoie. Et c'est à chaque fois les moments où elle est agressée, et puis il y a une lettre un peu épilogue à la toute fin, où je la laisse partir. Mais les 3 premiers moments où je m'adresse à elle, c'est pendant les faits, parce que symboliquement, c'est comme si je voulais qu'on soit là, à côté d'elle, à lui tenir la main. Je sais que c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais c'est quelque chose que la littérature permet. L'outil littéraire peut permettre, en l'occurrence l'adresse, le tutoiement. Donc voilà, c'était la solitude qui m'a le plus chagrinée dans l'affaire Shaina, à laquelle je voulais remédier. Tu penses qu'il y a cette affaire, évidemment, tu ne l'oublieras jamais, mais est-ce que ça va te changer de toi dans ta pratique d'avocat? Dans ma pratique, oui, je pense que ça m'a changé moi complètement, des idées que je me faisais de la difficulté d'être une femme, je pense que là, c'est complètement, caractérisé par cette affaire. Et ensuite, oui, enfin, quand on est avocat, je ne veux pas te l'apprendre, on déteste l'injustice, on déteste l'humiliation, on déteste pointer les gens du doigt et on déteste quand ils sont pointés du doigt. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai beaucoup défendu les mises en cause et depuis quelque temps et depuis Shaina, je défends, les victimes, les plaignants, parce que je me rends compte que cette humiliation-là, elle est aussi subie par les plaignants et par les victimes. Oui, d'ailleurs, et c'est intéressant parce qu'en effet, on imagine toujours l'avocat comme défendant les mises en cause, et on ne pense pas beaucoup au rôle de l'avocat défendant les parties civiles, c'est-à-dire parfois les victimes elles-mêmes ou leurs familles, et c'est tout aussi prenant, non? C'est différent. En tout cas, je pensais que c'était différent. En réalité, quand tu es du côté de la défense, il y a une espèce d'urgence à la défense, l'urgence à nager à contre-courant. Parce que tout, en principe, en tout cas l'accusation, tout est contre toi. Donc il y a quand même ce truc de contre-courant, de contre-temps, tu vois, qui t'oblige à être dans l'action tout de suite. Quand tu es du côté des parties civiles, il y a pas cette urgence-là parce qu'a priori, l'accusation est pour toi. L'accusation, c'est celui qui accuse. Donc tu es dans le sens du courant, tu es dans le sens du bon, tu as le bon rôle là. Donc tu peux un peu te laisser aller et pendant que tu te laisses aller, tu as cette chape de chagrin qui te tombe dessus. Donc ça, c'est très douloureux. Ça, c'est très difficile à supporter, je trouve, à soutenir quand tu es avocat. Mais dans le cas des violences faites aux femmes, tu as une inversion des rôles. Et moi, je m'en suis rendu compte avec beaucoup d'acuité au moment où je défends Shaina à la toute première audience. Je me rends compte que j'étais acculée par les mises en cause. Shaina était acculée, alors Shaina était déjà morte, mais Shaina était à l'audience acculée par les mises en cause comme étant celle qui avait complètement menti. Et je me revois en train de plaider pour Shaina comme si je plaidais un accusé aux assises. C'est-à-dire que je me suis engagée. D'ailleurs, je me souviens, j'avais plaidé 3/4 d'heure, ce qui est beaucoup quand même, je trouve, pour une partie civile qui, par ailleurs, va être soutenue quelques instants après par l'accusation, le procureur de la République qui va enquérir. Et je me souviens que j'avais été très, très étonnée de cette situation-là. Donc, c'est plus simple, d'une certaine manière, d'être partie civile avec la petite réserve des violences faites aux femmes où tout est quand même renversé et où on peut se retrouver soi-même à contre-courant alors qu'on est supposé être... C'était la première fois que tu étais avocate partie civile, violence faite aux femmes? Non, c'était pas la première fois, mais c'était la plus emblématique, la plus inédite, la plus violente. Et puis en plus, parce que comme on l'a vu, au fur et à mesure où tu rentres dans le dossier, tu te rends compte que cette espèce de renversement de l'accusation Et persiste au fil des 3 affaires et au fil des 5 audiences. et au fil des 5 audiences et plus tout ce qui les a précédées. Et plus tout ce qui les a précédés. Je me souviens d'une scène où la maman de Shaina, en plein procès pour une suspension de son assassin, sort de la salle d'audience en levant les mains au ciel et en disant: «Mais jusqu'à quand ils vont traiter ma fille de pute?» Parce que, Driss, accusé, avait fait venir un témoin à décharge
ce qui est tout à fait son droit, mais qui, lui, à base d'euphémismes un peu maladroits, avait quand même fait comprendre que Shaina était une fille facile. Quel était l'intérêt de dire ça? On était à l'audience de son assassin. C'est-à-dire qu'il y avait une certitude, c'est qu'elle était morte, assassinée. Il n'y avait pas besoin de dresser un portrait dégueulasse de Shaina. Et en fait, il y est allé, parce que aussi, il faut dire que la thèse de la défense était de dire qu'elle avait couché avec tellement d'hommes que d'autres hommes auraient pu lui en vouloir Il aurait pu la tuer. et auraient pu la tuer. Voilà, cette espèce de lien de causalité entre le fait d'être une fille facile et le fait de justifier C'est ça, qu'on te porte des coups. c'est ça. Merci, les gars. Merci Pierre. C'était super. Franchement. Une affaire extraordinaire, un livre extraordinaire et une avocate. Merci Claire.